Salut, c'est Ginette. Aujourd'hui, on va aborder l'une des affaires criminelles les plus médiatisées, la plus énigmatique et surtout la plus scandaleuse de ces 30 dernières années, l'affaire Omar m'a tué. Ce crime archi-médiatisé a défrayé la chronique dans les années 90. Ghislaine Marchal, riche héritière de son défunt mari, fils du fondateur des usines Marchal, est retrouvée morte dans son sous-sol où elle a inscrit avec son sang la fameuse phrase « Omar m'a tué », pointant du doigt son jardinier Omar Radad. L'enquête s'ouvre autour d'Omar. Ok, il est désigné par la victime. Les gendarmes ont l'air de se focaliser uniquement sur lui et en février 1994, Omar est condamné à 18 ans de réclusion criminelle mais avec des circonstances atténuantes. Après avoir fait 45 jours de grève de la faim et tenté de mettre fin à ses jours en avalant des lames de rasoir, en 1996, notre président de l'époque, Jacques Chirac, lui accorde une grâce présidentielle. Omar sort donc de prison en 1998. Depuis, il continue de se battre pour être enfin innocenté car malgré sa libération, il reste coupable. 25 ans après, cette affaire fait toujours polémique. Avant de commencer, je dois vous avouer que la conception de cette vidéo m'a posé quelques soucis. Alors cette fois, pas du point de vue matériel, mais plutôt d'ordre éthique. J'ai un profond respect pour nos forces de l'ordre, notre médecine et notre justice. Donc je veux juste préciser qu'en aucun cas je ne fais la porte-parole de dénonciation calomnieuse envers qui que ce soit. Je veux rester la plus objective possible avec le peu de données concrètes que j'ai pu récolter lors de mes recherches. J'ai eu la chance d'accéder à certaines pièces que vous pouvez vous aussi vous procurer sur internet, mais évidemment pas tout le dossier qui reste aux mains de la justice. Quant aux questions que je me pose et dont je vais vous faire part, ce ne sont que des questions d'une simple citoyenne française curieuse de nature, sans connaissances nécessaires pour se permettre d'affirmer quoi que ce soit. Je les soulève seulement parce que je n'ai pas trouvé de réponse dans mes sources et j'invite toute personne proche de ce dossier à se rapprocher de moi pour en discuter. Alors revenons sur les faits. Le lundi 24 juin 1991 à Mougins dans les Alpes-Maritimes, des voisins inquiets se présentent à la gendarmerie. Ghislaine Marchal ne donne aucun signe de vie. Le dimanche 23, elle était conviée à déjeuner chez une amie, mais elle n'est jamais venue. Pourtant, ce jour-là, à 10h30, Ghislaine appelle son amie pour lui confirmer sa venue pour 13h. Suite à cet appel, elle utilise encore 2 fois son téléphone pour appeler des amis. Elle raccrochera le dernier à 11h50 et ne donnera plus jamais signe de vie. Les gendarmes se rendent donc au domicile de cette sexagénaire. Après avoir fouillé l'ensemble des pièces de son domicile, ils vont se retrouver face à une porte fermée à clé, celle du sous-sol. Le gendarme déverrouille la porte, mais celle-ci résiste, semblant bloquée de l'intérieur. Ils vont passer près de 20 minutes à tenter de l'ouvrir. En entrant, la première chose que les gendarmes vont découvrir, ce sont des traces de sang, un chevron en bois, une barre de fer et un lit pliant. En s'avançant vers la chaufferie, ils constatent que la porte est ensanglantée. Quelque chose semble écrit, mais c'est illisible. Dans la chaufferie, il tombe sur le corps de Madame Marchal. En faisant demi-tour pour chercher des renforts, il tombe nez à nez avec la porte de la cave. Cette fois, l'écriture est parfaitement lisible. Il y est écrit « Omar m'a tué ». Lorsqu'une scène de crime est découverte, les gendarmes commencent par faire intervenir un médecin pour dresser le procès-verbal de la levée de corps. J'ai donc cherché ce rapport et voilà ce qu'il en ressort. La levée de corps a été réalisée par un médecin le 24 juin 1991 entre 20h et 22h. Ghislaine Marchal est retrouvée dans la chaufferie à plat ventre. Elle est nue sous son peignoir de bain et ne porte pas de chaussons qui sont retrouvés à divers endroits de la pièce. Ses cheveux sont imprégnés de sang coagulé, ses 2 mains sont ensanglantées, la main gauche est mutilée, la première phalange est écrasée et presque sectionnée. Ses pieds et son genou droit sont éraflés comme si elle avait été traînée au sol. Sur sa cuisse gauche, 2 plaies par arme blanche de 2 cm de large. Il est noté un hématome sur la fesse droite. Une fois le cadavre retourné, on remarque une éventration du flanc droit, une dizaine de plaies par arme blanche et 2 plaies autour du cou qui n'ont pas touché les gros vaisseaux. La rigidité cadavérique est complète. Les lividités sont ventrales, confirmant que la victime est décédée sur le ventre et n'a donc a priori pas été bougée. Les yeux sont clairs et les pupilles en mydriase bilatérale. Le médecin conclut que le décès remonte à plus de 6 heures. Voilà comment se déroule la rigidité cadavérique. Il s'agit d'un des signes biologiques de la mort. Sans rentrer dans les détails techniques, elle provoque l'enraidissement progressif de la musculature. Le début de la rigidité commence 3 heures après le décès au niveau de la mâchoire et de la nuque. 6 heures après le décès, la rigidité est complète, elle diminue progressivement après 36 heures et disparaît totalement après 48 heures. Alors il s'agit d'estimation car la rigidité cadavérique peut différer selon plusieurs paramètres comme la température ambiante, la musculature de la victime et surtout la cause de la mort. Il a été observé qu'elle pouvait varier si la victime décédait d'une hémorragie massive ou d'asphyxie par exemple.
Pour les lividités cadavériques, le sang ne circulant plus, il est naturellement déplacé vers le sol. C'est-à-dire que dans le cas de Ghislaine Marshall, étant retrouvée sur le ventre, le médecin a constaté une coloration rouge violacée sur la partie antérieure de l'intégralité de son corps. Pendant les premières heures, il est encore possible de déplacer le sang. Ça veut dire qu'en appuyant sur cette zone violacée, le sang est chassé des vaisseaux et on voit apparaître sur cette zone d'appui une couleur plus pâle. Passé 12 heures, le sang imbibe les tissus qui ont fini par perdre leur étanchéité. Les lividités sont dites fixes car l'appui localisé ne fait plus déplacer le sang. Malheureusement, je me suis rendu compte que celle-ci n'était pas décrite dans le procès-verbal. Ça aurait pu être un indice de plus pour estimer l'heure du décès de la victime. Malgré tout, comme pour la rigidité, les lividités cadavériques dépendent de nombreux facteurs. Mais je commence à me rendre compte que déjà, à partir de là, les choses n'ont pas été faites correctement. Les pupilles en mydrias signifient qu'elles sont dilatées. Il s'agit d'un signe de souffrance grave ou de mort cérébrale. Et d'après le sang retrouvé à la surface de son crâne, on peut déjà imaginer que la blessure est grave. Mais on va voir ça plus tard grâce à l'autopsie. Dernier point qui ne m'a pas immédiatement sauté aux yeux, mais qui aujourd'hui est décrite comme une erreur incontestable du médecin. Celui-ci n'a pas relevé ni la température interne du corps, ni la température ambiante. Et pourtant, il s'agit de la meilleure façon d'estimer l'heure d'un décès. Cette levée de corps incomplète ne pourra jamais aider à déterminer précisément l'heure et la date du décès, et pourtant c'est ce qui aurait pu faire toute la différence dans cette affaire complexe. Le mardi 25 juin, les gendarmes interpellent Omar Haddad, seul Omar connu dans l'entourage de Ghislaine. Il a 28 ans et travaille chez la victime en tant que jardinier depuis 1985. Il décrit ses relations avec sa patronne comme des plus cordiales et prêche son innocence. Omar est interrogé pendant plusieurs heures mais maintient ne pas être l'auteur du crime. Il donne un emploi du temps précis de sa journée du dimanche où il a travaillé, s'est rendu dans une boulangerie et est rentré chez lui. Malheureusement, aucune des personnes qu'il dit avoir croisées ne se souvient de lui. Pour la journée du lundi, il était à Toulon pour fêter l'Aïd en famille. L'instruction va durer 10 mois. Au gré des interrogatoires, naît un mobile, l'argent. Les enquêteurs découvrent qu'Omar a une réelle dépendance au jeu d'argent et qu'il se rend régulièrement au casino. En fouillant un peu, ils découvrent qu'il aurait dépensé plus de 80 000 francs en l'espace de 2 ans. Omar s'en défend en disant que cet argent a été envoyé à sa famille au Maroc, mais il sera prouvé plus tard que ce n'est pas vrai et que sa femme n'était pas du tout au courant de ses dépenses. On va aussi lui prêter une habitude pour les prostituées. Je vois pas trop ce que ça vient faire dans l'enquête, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, j'ai jamais compris l'utilité de cet argument, surtout que Madame Marshall n'a pas été violée. Bref, les gendarmes interrogent les prostituées du secteur. Aucune ne le reconnaît, à part une qui dit que peut-être elle l'a déjà croisé. Et les gendarmes vont s'empresser d'écrire dans le PV qu'elle a eu des relations intimes avec lui. Une pratique qu'ils ont l'air d'utiliser régulièrement. Parce que pour vérifier les alibis d'Omar Haddad, ils ont bien entendu interrogé tous ceux qu'ils disaient avoir croisés. Et c'est le cas d'une boulangère qui a clairement dit l'avoir peut-être vu ce jour-là, mais qu'elle ne s'en souvient pas puisque c'était le dimanche, qu'elle a reçu beaucoup de monde dans sa boulangerie, mais immédiatement, ça va être traduit par les enquêteurs comme « je ne l'ai pas vu ». Vous voyez la nuance. L'autopsie a été réalisée par 3 experts, dont le médecin ayant fait la levée de corps. Elle fut réalisée le 28 juin 1991 et voici ce qui en ressort principalement. Le cadavre est vêtu uniquement d'un peignoir de bain maculé de sang et de poussière de ciment. On dénombre 9 orifices, tous de 2 cm de long. En externe, les experts relèvent plusieurs plaies au niveau du crâne, dont une plaie pariétofrontale de 10 cm qui laisse apparaître les os du crâne. Le cou est atteint d'une longue plaie qui n'a pas touché les gros vaisseaux ni la trachée. 3 plaies au thorax, 7 plaies à l'abdomen dont une éventration de 14 cm et 2 plaies à la cuisse gauche. La main gauche est fracturée et la dernière phalange du médius est quasi sectionnée. En interne, un œdème cérébral important est constaté et le foie a été touché à 3 reprises. Aucun autre organe n'a été traumatisé. Pour les experts, l'arme ayant engendré les multiples plaies perforantes est une lame effilée à double tranchant de 15 à 20 cm de long et de maximum 2 cm de large. En conclusion, ils affirment que les coups que Madame Marshall a reçus ne sont pas immédiatement mortels, mais ont tout de même engendré une agonie. Le blocage de la porte est un élément important de l'enquête. Qui l'a posé ? Le tueur ou Madame Marshall ? On a estimé que le mécanisme était fait comme ça, mais finalement personne ne l'a vu puisque les gendarmes l'ont détruit en tentant de rentrer dans le sous-sol. En février 92, une reconstitution a été faite mais a manqué d'une expertise en mécanique qui aurait pu aider grandement à cette énigme. Le gendarme qui a manipulé cette porte bloquée affirme lors de son audition que le blocage se faisait de l'intérieur et sur la partie inférieure de la porte. Il a réussi à glisser son bras dans l'entrebâillement qu'il avait créé. Sous la poignée, il sent de la mousse enveloppée de tissu et une partie métallique. Il comprend alors qu'il s'agit d'un lit de camp.
Il réussit à soulever le lit, ce qui permet d'ouvrir un peu plus la porte. Il arrive à se hisser dans la pièce et constate qu'une barre cylindrique placée perpendiculairement à la porte la bloque par le bas. Il va devoir forcer pour la retirer et permettre l'ouverture complète de la porte. Dans cette première audition, le gendarme ne parle pas du chevron de bois, c'est seulement une dizaine de jours plus tard que sa déclaration est modifiée. Cette fois, il affirme que la porte était bloquée de l'intérieur par le lit pliant et le chevron de bois. Bon ok, je veux bien qu'il se soit trompé, mais en aucun cas il ne décrit ce montage-là. Finalement, la reconstitution va prouver que ce montage est le bon grâce aux traces sur la barre métallique et le chevron de bois. De plus, il y avait des traces de sang sur ces deux objets, mais pas sur les poignées de la porte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il en est donc conclu que la porte a été fermée par l'agresseur, qui n'avait pas de sang sur les mains, et que la barre et le chevron ont été manipulés par Madame Marshall. Mais beaucoup de personnes internes ou externes à l'enquête se sont manifestées, proposant d'autres solutions, pouvant mettre en doute la solution validée par le juge. Elle a priori manqué d'expertise pour déterminer si oui ou non il s'agissait d'une mise en scène. Le 9 août, les gendarmes saisissent un taille-œil possédant des lames effilées mais d'un seul côté chacune. Les lames mesurent 21 cm de long et l'ensemble est large de 3,4 cm au plus épais. Malgré le rapport d'autopsie que la brigade de recherche a dû recevoir une dizaine de jours auparavant, précisant que l'arme du crime est une lame effilée des deux côtés et d'une largeur maximale de 2 cm, les gendarmes vont tout de même le soumettre pour le procès. Bien évidemment, les médecins légistes à la barre confirmeront que le taille-œil ne correspond pas du tout à l'arme du crime. On ne connaît pas la chronologie des blessures de la victime. Je me suis procuré l'expertise sur la lucidité de la victime au moment de l'agression. Pas de super qualité car il manque de pages et certaines sont totalement détériorées par la mise en ligne. Mais bon, à la conclusion, c'est clair. Ghislaine Marshall était suffisamment lucide pour écrire sur les portes « Omar m'a tué ». Bien entendu en supposant que ce soit bien elle qui les ait écrites. En effet, les médecins de l'autopsie estiment que son œdème cérébral a mis environ 15 minutes pour se développer et que la victime a agonisé 15 à 30 minutes, ce qui lui laissait le temps de se barricader et de dénoncer son agresseur. Alors là aussi, la défense n'en démord pas, avec les blessures qu'elle a subies, elle ne pouvait pas se barricader. Mais on le sait, la décharge d'adrénaline, l'instinct de survie, ça fait pousser des ailes. Et je reste persuadée que oui, Madame Marshall a très bien pu utiliser ses dernières forces pour faire tout ça. Le gros doute reste sur l'analyse de l'écriture. Est-ce bien elle qui l'a écrit ? Les premières analyses sont unanimes, oui, Ghislaine Marshall est l'auteur des deux messages. Pourtant, lors du procès, l'expert avouera à la barre que la probabilité que Madame Marshall ait écrit ces deux messages est de 2 chances sur 3. Encore un doute, donc. La victime a-t-elle pu écrire ces deux messages alors que la pièce était plongée dans l'obscurité la plus totale ? Eh bien non. On pense que Madame Marshall a écrit le premier message sur la porte de la cave à vin en pleine lumière. Des traces de sang sur l'interrupteur confirmeraient qu'elle a ensuite éteint la lumière pour se réfugier dans la chaufferie et écrire dans l'agonie son dernier message. Alors j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi avoir éteint la lumière. Si je sais que je vais mourir, est-ce que j'aurais vraiment envie d'y passer dans le noir total ? La nuit, c'est déjà un facteur assez anxiogène. Pour revenir au message, en tout cas, on voit nettement la différence entre les deux. Le premier est écrit parfaitement aligné, on peut donc en conclure qu'effectivement il a été écrit en pleine lumière. Sur le deuxième, on voit que c'est plus difficile, les lettres commencent à pencher, elles semblent moins appuyées, on sent une réelle souffrance, pourtant aucune lettre ne se chevauche. Dans le noir complet. J'ai très envie de croire que c'est cette pauvre femme qui, à bout de force, a tenté un dernier message, mais d'ailleurs, pourquoi l'écrire deux fois ? Surtout que le premier est parfaitement lisible. Et si ce n'est pas elle qui l'a écrit, j'ai aussi beaucoup de mal à croire que l'agresseur puisse écrire ce deuxième message avec tant de cinéma. Pour revenir à l'expertise de l'écriture, en 1999, lors de la révision du procès, une contre-expertise est demandée. Ce deuxième expert affirme aussi qu'il s'agit bien de l'écriture de la victime. La défense demande alors à plusieurs experts de donner leur point de vue et tous sont unanimes. Ghislaine Marshall n'a pas écrit ces messages. L'un d'entre eux se refusera même à tenter l'analyse, respectant la règle de n'accepter que les questions possibles. Leur argumentation est intéressante et va donc laisser encore un énième doute sur cette affaire, mais pour eux, il est clairement impossible de comparer l'écriture de quelqu'un blessé, agonisant, avachi, écrivant sur un support vertical de plus avec ses doigts, avec quelqu'un ayant tout le confort d'une table, d'un stylo et une parfaite santé. Des études ayant démontré que les positions inconfortables jouaient irrémédiablement sur l'écriture. La faute d'orthographe a fait aussi beaucoup parler d'elle. Comment une femme aussi distinguée que Madame Marshall, habituée aux mots croisés, pouvait-elle faire une faute pareille ? Surtout qu'il est bien plus facile de l'écrire dans un français correct, parce qu'il y a une lettre en moins. Mais après enquête, il s'est avéré que Madame Marshall faisait souvent cette faute. Et puis je crois sincèrement que c'est pas le moment de se demander si on écrit correctement ou non. Le but du message, qu'il soit écrit par la victime ou son agresseur, c'est de dénoncer quelqu'un.
Des prélèvements ont été effectués sur les vêtements et chaussures d'Omar Haddad. En fait, le sous-sol de Madame Marshall était en chantier. Il y avait de la poussière de ciment, de plâtre et de la laine de verre. C'est donc naturellement que les gendarmes ont cherché à savoir si Omar avait été en contact avec ces débris. J'ai donc lu l'expertise sur les vêtements de Monsieur Haddad. Il a été détecté des traces de plâtre, mais comme le disent les experts, le plâtre est un produit plutôt courant et rien ne dit qu'il a pu en avoir sur lui exclusivement en passant dans le sous-sol. Il a pu recevoir ces particules n'importe où. Pour la laine de verre, des microparticules ont été découvertes sur son pantalon mais ne correspondent pas à ceux prélevés dans le sous-sol. Alors je veux bien entendre qu'il n'y ait pas eu d'éclaboussure de sang. La victime était dans une sortie de bain éponge qui absorbe donc, aucune grosse veine ou artère n'a été touchée, mais ça me semble bizarre qu'à aucun moment il y ait eu une toute petite projection de sang, rien qu'avec le mouvement du couteau par exemple. J'ai étudié les rapports d'expertise ADN. C'est confirmé, les traces de sang sur la barre métallique et le chevaux en bois appartiennent bien à Madame Marshall. Mais voyons voir de plus près les analyses faites sur Omar Haddad. Sous ses ongles, pas de traces d'ADN. Ses chaussures n'ont aucune trace suspecte. Alors les gendarmes diront que de toute façon ses semelles étaient lisses. Bon, je veux bien, mais quand même, s'il avait marché sur du sang, lisse ou non, ça aurait laissé même une micro-trace suspecte, je pense, non ? On a expertisé la chemise, le pantalon et le blouson de Omar Haddad. Alors, sur ces 3 vêtements, il y a des traces brunâtres, rougeâtres, qui sont suspectes et qui ont été prélevées. On a noté une présence d'ADN, mais en quantité très insuffisante pour réaliser une empreinte génétique. Alors là, par contre, on peut commencer à se poser des questions, de savoir ce que sont ces taches. En tout cas, en 2000, il est révélé de nouvelles traces ADN sur la porte de la chaufferie. On en trouve 2. On sait aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de l'empreinte génétique d'Omar Haddad et la défense se bat depuis des années pour que ces 2 ADN soient enregistrés dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, espérant trouver une concordance. La cour de révision refuse car premièrement, la porte, certes mise sous scellé pendant 2 mois, a ensuite été manipulée pendant le procès, et on ne sait donc pas si ces 2 traces sont antérieures, concomitantes ou postérieures au crime. Deuxièmement, les traces d'ADN sont mélangées et il est donc impossible de les isoler pour en ressortir des profils génétiques. Cette affaire a été bouleversée par de nombreuses polémiques. La première apparaît quelques jours après l'interrogatoire d'Omar Haddad. Celui-ci affirme qu'il n'avait pas compris ni être en garde à vue, ni qu'il pouvait être assisté d'un avocat. Il proteste qu'on ne lui ait pas adressé un interprète comme il l'avait demandé alors qu'il parlait et comprenait très peu le français. Immédiatement, c'est contesté par les gendarmes qui affirment qu'Omar Haddad a très bien compris les questions qui lui ont été posées. Ceci dit, peu importe que M. Haddad parlait ou non le français. Le fait est qu'il a réclamé un interprète et qu'il devait donc en recevoir un. C'est donc une grave erreur de la part de la brigade et on peut donc douter des propos tenus le jour de sa garde à vue. La deuxième polémique, c'est la datation de la mort, et celle-ci, c'est à s'arracher les cheveux. Les experts ont estimé que l'heure approximative du décès se situe entre 11h et 13h30 le 24 juin 1991. Oups, si Madame Marshall est décédée le lundi 24 juin, ça ne peut donc pas être Omar le coupable puisqu'il était à Toulon. Alors j'ai cherché ce rapport, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé des tas de rapports, souvent impossibles à ouvrir, certains avec des pages en moins, je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs. J'ai lu par-ci par-là que ces dates et heures avaient été notées dans le compte-rendu de l'autopsie, mais j'ai pas du tout trouvé où. En tout cas, ça a été noté quelque part puisque les avocats d'Omar Haddad s'en sont servis. Le seul document que j'ai trouvé, c'est le permis d'inhumer, qui lui indique bien que l'autopsie pratiquée le vendredi 28 juin 1991, de 11h à 12h30 par les médecins requis, a permis d'établir que le décès est dû à une mort violente, et que celle-ci serait survenue le dimanche 23 juin 1991 vers 12h à son domicile. Bon, très bien, les médecins se sont justifiés en disant qu'il s'agissait d'une faute de frappe pour cette histoire du 24 juin. Mais merde quoi, c'est une affaire criminelle, ils sont 3 experts et il n'y en a pas un pour se rendre compte de l'erreur, ça fait vraiment pas sérieux. Bref, en janvier 92, le juge en charge de l'affaire demande à ses experts de préciser les éléments objectifs constatés lors de l'autopsie permettant de dater le décès de Ghislaine Marshall au dimanche 23 juin. Normal quoi, surtout après cette polémique. Les experts indiquent dans un nouveau rapport que le corps étant en température ambiante et qu'un cadavre perd 1 degré Celsius par heure, blablabla, ils estimaient qu'elle était bien décédée le dimanche midi. Mais on le sait, lors de la levée de corps, ni la température ambiante ni la température interne du corps n'ont été relevées. Les médecins se sont juste calés à l'enquête des gendarmes qui ont constaté que Madame Marshall n'avait plus donné signe de vie depuis le dimanche 23 à midi. Tout de suite après l'autopsie, le corps est rendu à la famille avec le permis d'inhumer. Voilà encore une incompréhension totale car une contre-expertise est maintenant totalement impossible. D'autant plus que Madame Marshall a été incinérée. Alors,
Dit comme ça, bon, pourquoi pas, hein, sauf que la famille a déjà, à cette époque, un caveau familial à perpétuité, vide qui plus est, et que personne ne comprend pourquoi la victime n'y a pas été déposée. Ce sujet a aussi créé une forte polémique. Bizarrement, on ne trouve aucune trace digitale sur la scène de crime, que ce soit celle de Madame Marshall ou celle de son agresseur. Les médias se sont fait un malin plaisir de relever ce fait, mais il faut savoir que ce n'est pas si simple que ça. Pour qu'une trace soit exploitable, tout va dépendre de nombreux facteurs comme le type de support, mais aussi de la personne qui la dépose. Ici, on sait que le bois du chevron, le métal de la barre et le cuir du sac à main de la victime ont été manipulés, mais ce sont des très mauvais supports. Alors je me suis posé énormément de questions lors de mes recherches. Par exemple, ça m'aurait bien plu de lire un rapport sur ce qu'on pouvait déduire du tueur. On constate que la majorité des coups sont portés sur le côté gauche de la victime. Dans le rapport d'autopsie, il a été noté quelque part que le trajet des coups était légèrement ascendant. Est-ce que le tueur était droitier ou gaucher? Est-ce que les coups ont été portés de face ou dos à la victime? Était-il plus grand ou plus petit qu'elle? J'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé à ce sujet. J'ai lu dans l'expertise médico-psychologique de M. Haddad qu'il est habituellement droitier, mais que suite à un accident en 1988, son bras droit a été endommagé en passant au travers d'une vitre. Cette blessure lui faisait perdre du tonus, il s'est donc adapté et il effectue à présent la plupart des manipulations avec la main gauche. De sa main droite, il n'utilise plus que 2 doigts pour attraper certaines choses. Malgré tout, le médecin constate que la force de sa main droite est diminuée de moitié, mais que le serrement reste efficace et qu'il lui est tout à fait possible de tenir un couteau et de porter des coups avec. Ok, j'ai aucun souci avec ça, si on lui demande d'utiliser son bras droit, il va le faire. Sauf que, à présent, Omar utilise spontanément son bras gauche. S'il est dit quelque part que les coups ont été portés par un droitier, est-ce qu'Omar, dans un moment où il lui faut la meilleure habileté possible pour parvenir à ses fins envers Madame Marshall, va utiliser sa main la plus faible ou la plus forte? Ou est-ce que dans ce genre de moment, quelqu'un qui commet un meurtre peut oublier son handicap et par réflexe réutiliser son bras blessé? Il y a une autre chose que j'ai pas très bien compris, c'est sa condamnation avec circonstances atténuantes. C'est quoi? C'est parce qu'il est marocain? C'est parce qu'il a eu aucune éducation, qu'il est un peu simple d'esprit? Ou non, alors peut-être que c'est parce qu'on lui met pas perpète parce qu'on n'a rien trouvé contre lui. Pour résumer, on ne sait pas si Madame Marshall est décédée le dimanche ou le lundi. Alors oui, elle n'a plus donné signe de vie depuis le dimanche midi, mais on pourrait au moins supposer qu'elle a pu être séquestrée plusieurs heures et tuée le lundi, ce qui pourrait innocenter Omar Haddad, puisque le lundi il était à Toulon. On ne trouve aucune trace de lui, pas de trace ADN, pas d'empreinte digitale. On ne sait pas avec certitude qui a écrit les 2 messages, on ne sait pas avec certitude de comment a été posé le système de blocage, on n'a pas retrouvé l'arme du crime, Omar Haddad n'a jamais avoué le crime et continue aujourd'hui de clamer son innocence. La seule preuve à charge est son prénom écrit sur 2 portes. Alors quoi, c'est une justice américaine ici? C'est à l'accusé de prouver son innocence? Je croyais qu'en France on restait présumé innocent jusqu'à ce que des preuves nous accablent formellement. Je trouve qu'il y a eu énormément d'injustice dans cette affaire. C'est peut-être bien Omar Haddad qui l'a tué, hein, mais dans le doute. Ça vaut pas mieux un coupable dehors qu'un innocent enfermé? Donnez-moi votre avis sur cette affaire. Elle est tellement complexe que j'ai omis volontairement ou non d'évoquer certains points. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous renverrai volontiers vers les articles qui m'ont permis de trouver beaucoup de réponses. Je fais une grosse dédicace à Roms Bulitz qui participe activement à la page Facebook et qui a deviné sur quelle affaire je travaillais. Bravo à toi. Et venez donc faire comme lui, j'y donne régulièrement des infos. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Un petit clic sur le pouce bleu, ça m'encourage. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!